Bonjour à tous, merci d'être connectés pour ce nouveau webinaire de la SFE. Alors j'ai compté, on en est au 17e, c'est la 17e, c'est le 17e webinaire de la SFE et je suis ravie de le présider cette fois. Donc je suis Vassilissa Vinogradov et je suis l'actuelle présidente de la SFE. Pour ce webinaire, nous accueillons Nicolas Mangold et nous sommes ravis d'avoir Nicolas avec nous. Il est directeur de recherche au CNRS, donc au laboratoire de planétologie et de géosciences de Nantes. Il est géologue et c'est un plaisir d'accueillir aussi un géologue pour nous parler d'exobiologie. Et il va nous parler donc de Mars. Il a depuis très longtemps l'habitude de Mars. Il a fait partie de nombreuses missions spatiales qui sont allées caractériser Mars, comme Mars Express, évidemment Curiosity, maintenant Perseverance. Et il va nous parler de ça parce que certains de ces journaux disent que Nicolas copilote des rovers à la surface de Mars. Et donc voilà. Eh ben, merci à tous d'être présents et bon webinaire. Nicolas, tu peux y aller. Merci Vassilissa. Alors je vais vous parler de Mars, effectivement pas beaucoup d'exobiologie, surtout de géologie, mais de savoir est-ce que la géologie peut nous indiquer les bons endroits où aller pour trouver des traces de vie ancienne sur Mars. En particulier, mon rôle, disons, à travers les missions spatiales, c'est de travailler à la fois sur les données orbitales et sur les données in situ avec les rovers, sur des approches qui sont complémentaires, c'est-à-dire les données orbitales sur les morphologies, les données au sol sur les sédiments qui vont donner les faciès, ça va nous donner les conditions physiques. Et puis de manière orbitale, on peut avoir une idée de la minéralogie avec les instruments spectraux, spectre infrarouge notamment, et les instruments au sol vont nous donner de la chimie et de la minéralogie en détail avec les rovers. Donc coupler tout ça nous permet d'avoir des conditions d'environnement à la surface, parfois localement quand il s'agit des rovers. Et disons que le point d'interrogation sur la vie sur Mars, il va rester. Évidemment, on ne sait pas exactement si quelque chose s'est vraiment passé sur Mars, mais en tout cas, on essaie d'avoir les environnements qui peuvent correspondre à des conditions favorables ou pas à différents endroits et différents moments du temps. Donc pour refaire un petit peu d'histoire pour les plus jeunes d'entre vous qui sont en ligne, 76 c'était une période importante pour Mars puisque c'était l'arrivée des sondes Viking à la surface d'une planète. Il y en a eu deux d'un coup. Ils avaient des expériences à bord qui étaient censées caractériser la présence de vie dans le régolithe martien. Et ces trois expériences, il y en a deux qui ont dit que non, il n'y avait pas de vie sur Mars, mais il y en a une qui s'appelle la Label Release qui avait prétendu avoir vu un signal positif de la vie sur Mars. Et on sait maintenant que c'était probablement lié à l'oxydation du sol. Mais cette personne, Gilbert Levin, en fait, a continué toute sa vie à dire qu'il avait trouvé la vie sur Mars. Et je crois qu'il est décédé il y a quelques années, à pas loin de 100 ans. Il a encore publié quelques mois avant sa mort des articles disant qu'il avait trouvé la vie sur Mars. Donc comme quoi, des fois on peut s'accrocher à une thèse. Maintenant qu'il est décédé, malheureusement, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt les phénomènes d'oxydation dans le sol qui ont créé ce faux positif. Et grosso modo, que les sols martiens sont assez difficiles pour abriter la vie parce qu'ils contiennent des perchlorates, de l'oxydation. C'est pas le lieu idéal. Ce qui s'est passé depuis pas loin de 50 ans, depuis Viking, c'est qu'on a beaucoup d'informations de la surface de Mars, notamment avec les données orbitales qui nous montrent que Mars n'a pas été comme aujourd'hui tout le temps dans son passé. On a des réseaux de vallées qui sont des réseaux de vallées hydrologiques. Alors on ne sait pas à quelle température coulait l'eau, on ne sait pas tout sur les conditions climatiques de cette période, mais en tout cas c'est clairement différent des conditions actuelles. Et puis il y a beaucoup de régions qui abritent des terrains sédimentaires. Alors, ces terrains sédimentaires, ouais, c'est des strates métriques qui contiennent des argiles dans les données orbitales, spectrales, et donc ces strates-là, on peut les utiliser comme sur Terre, on le fait pour utiliser quand on va voir des terrains archéens en Australie à Pilbara, qui ont 3 milliards d'années. On va aller voir dedans s'il y a des fossiles de stromatolites, des stromatolites par exemple. On peut les utiliser de la même manière sur Mars en essayant d'aller trouver des biosignatures dans ces terrains anciens. Encore faut-il y accéder, et donc c'est un petit peu toute cette recherche qui a mené à ce qui est des rovers qui sont envoyés sur Mars
plutôt que des astronautes tout de suite, puisque il faut avoir disons, de la mobilité pour faire du terrain en géologie, ce qu'on peut faire sur Terre facilement, mais pas sur Mars avec des landers. Et donc, ces rovers ont été développés pour cette mobilité liée à la géologie. Alors, les Américains ont commencé doucement avec Pathfinder, qui était plus un démonstrateur. Les MER, les Mars Exploration Rover, je vais parler un petit peu d'Opportunity parce que c'était quand même le premier signe des sédiments à la surface de Mars. Et puis on va passer beaucoup de temps sur Curiosity, qui est la mission MSL, Mars Science Laboratory ici, et sur Perseverance, qui est son petit frère, qui est fait sur le même moule, on va dire. Vous voyez la différence entre les payloads, c'est-à-dire entre la charge utile. On est passé de 600 grammes à 6 kg, puis à 70 kg. Sur les 70 kg de Curiosity, la masse embarquée, la moitié, c'est l'instrument SAM, qui est l'instrument d'analyse de la matière organique. Non, je ne vais pas beaucoup parler parce que c'est pas mon rôle, mais on pourra noter ça au passage tout à l'heure. Alors, là aussi, il y a beaucoup de sites d'atterrissage maintenant sur Mars. Je vais vous parler surtout de ces sites de ces trois rovers, donc Opportunity, Curiosity et Perseverance, en commençant par Opportunity, parce qu'Opportunity a été un moment clé dans l'exploration de Mars. Ça, c'est les premières images qui sont en janvier 2004, et tout de suite, on voit qu'il ne s'agit pas des cailloux basaltiques comme les rovers, comme les landers Viking ont vu, et même le rover Spirit qui est arrivé auparavant, Opportunity, avait un terrain assez banal. Là, on a clairement des sédiments, et tout de suite, ces sédiments, ils sont à 10 mètres, et si on n'avait pas eu de rover, ça aurait été très frustrant avec un lander de voir des terrains sédimentaires et de ne pas pouvoir les analyser. Donc heureusement, la mobilité du rover a fait qu'on a pu analyser ces sédiments. Et ce qui en était déduit, c'est qu'on est dans des sédiments de dépôts de dunes, alors pas les dunes actives, mobiles, modernes qu'on voit au centre du cratère ici, mais les cratères d'impact qui ont permis d'excaver un peu ces terrains ont permis de voir les strates sédimentaires qui sont de tous les côtés de ce rempart de cratères, ce cratère endurance, et ont pu permettre de constater qu'une partie des dépôts étaient des dunes éoliennes, avec un petit peu d'eau liquide, à la fois localement sur les terrains qui sont tout au sommet, et à l'intérieur de l'eau souterraine. Alors comment ça a été fait ça? Je passe rapidement parce que c'est assez ancien et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ces données. C'est que d'une part, on a les dépôts sédimentaires éoliens qui sont là, notamment avec cette troncation-là, on voit bien la petite discordance entre les terrains sédimentaires avec des laminations dans différentes orientations. Donc ça, c'est typique d'un dépôt sédimentaire éolien. Et puis au-dessus, ces petits, ce qu'ils appelaient courants d'eau, c'est vraiment tout petit, ça fait 1 centimètre. Donc c'est des petites strates entrecroisées qui tracent des lignes des rites de courant qui sont vraiment centimétriques. Donc c'est un petit peu d'eau, certes, c'est un peu d'eau liquide. Et tout ça a permis de faire un environnement diagénétique, c'est-à-dire souterrain avec d'autres circulations souterraines qui ont créé des compositions, notamment en sulfate, mais le tout avec quand même un très faible, ce qu'on appelle water rock ratio, c'est-à-dire un rapport eau-roche qui est très faible, et des conditions très acides, puisque la jarosite a été observée dans ces terrains. La jarosite se forme dans des conditions d'environnement acide, typiquement pH 2 à 4. Donc on est là dans des situations, dans des environnements qui sont quand même très extrêmes, pas beaucoup d'eau, plutôt acide. Il avait été conclu globalement que ces terrains-là n'étaient pas les plus favorables pour abriter la vie ou pour avoir généré les conditions de la vie. Cela dit, c'est discutable. On sait qu'il y a des extrémophiles sur Terre et s'il y a que ça sur Mars, pourquoi pas. J'en parle parce que cet environnement-là, pendant longtemps, il a fait un peu paradigme à la surface de Mars, c'est-à-dire que c'était la donnée de situ des sédiments martiens anciens, c'était ça. Et puis on va voir qu'en fait, ça a tout changé et que maintenant, ce qu'on voit avec les rovers Curiosity et Perseverance, c'est complètement différent. On n'a pas retrouvé d'environnement comme ça, très très acide. Petit détour aussi pour expliquer que les petites sphérules que vous voyez là, c'est les concrétions qui ont été analysées comme étant de l'hématite, donc de l'oxyde de fer cristallisé. Et en fait, c'est quand ces concrétions sont érodées qu'elles recouvrent la surface. Et c'est ça qui a été déterminé de manière orbitale. En fait, voilà la carte qui a permis de sélectionner cette région riche en hématite, qui est Méridini-Planum, vers l'an 2000. Donc Méridini-Planum, en fait, c'est ici. Et pour se replacer il y a 25 ans, en fait, cette carte était la seule carte de composition minéralogique de la surface de Mars à cette période-là. Donc il faut voir que l'hématite cristalline qui était observée à cet endroit-là, alors elle était interprétée de manière hydrothermale, on a compris après que c'est plutôt de
de la diagénèse, c'est-à-dire de l'eau souterraine qui circule, même si c'est pas besoin d'avoir de la température haute. Cela dit, c'était le seul spot intéressant sur Mars. Et à cette époque-là, tout le monde pensait que Mars n'a pas été altéré et que toute altération était juste peut-être locale, liée à de l'eau qui circulant de manière souterraine. Donc on est là vers l'an 2000, 2004, avec 2005, avec les données du rover Opportunity, ou dans un Mars congelé, sans altération, avec peut-être un tout petit peu de circulation d'eau résiduelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On va partager ça tout de suite, mais j'aime bien ce graphe de Vic Baker, qui est un géologue qui a vécu la période marinaire. En fait, il s'est amusé à faire une espèce d'index de l'hydrophilie et l'hydrophobie martienne, c'est-à-dire ceux qui aiment l'eau liquide, ceux qui ne l'aiment pas. Et finalement, en commençant avec Percival Lowell, nous, on aurait pu mettre Flammarion, qui était avec les canaux martiens, c'était tout favorable à l'eau, puis on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Mariner 4 a fait une grosse chute parce que Mariner 4 a vu des cratères d'impact comme sur la Lune, mais n'a pas vu de réseau de vallées, par exemple. Mariner 9 a permis de remonter la pente parce qu'ils ont vu avec Mariner 9 et puis avec Viking tous ces réseaux de vallées à la surface de Mars. Puis après, ça a un peu oscillé. Et ouais, que vers 2000-2005, on est au plus bas. Et la raison, c'est notamment cette carte minéralogique qui est complètement voilà, sèche. Il n'y a aucun minéral hydraté. Et TESS était censé voir ces minéraux hydratés. Et en fait, ce qui a changé après, c'est beaucoup l'arrivée d'Oméga, le premier spectromètre hyperspectral infrarouge dans le prochain infrarouge, qui a permis d'observer de nombreux minéraux comme les phyllosilicates, les argiles. Et cette courbe qui a été faite par Jean-Pierre Bibring il y a déjà bientôt 20 ans, elle est encore valide au premier ordre, même s'il y a beaucoup plus de complexité maintenant. On sait qu'il y a beaucoup d'argiles, surtout dans la période ancienne dite noachienne, qu'après on a des périodes un peu plus riches en sulfate, peut-être plus ou moins acides, un peu plus arides, et puis avant d'avoir une période beaucoup plus sèche. Alors même si c'est encore valide au premier ordre, il y a beaucoup plus de complexité qui déjà se voit sur les cartes globales avec l'échelle CRISM. CRISM, c'est un peu le successeur d'Oméga en termes, c'est la même technique, mais avec une meilleure résolution spatiale, qui permet de détecter les minéraux hydratés. Et on voit avec ces données-là, par exemple de la silice, des sulfates qui sont mélangés avec des argiles, et on voit aussi quelques argiles qui sont tardifs, presque à l'amazonien. Donc beaucoup plus de complexité et aussi beaucoup plus d'environnements différents. Les argiles, par exemple, on en voit sur cette carte à différents endroits liés aux impacts, mais aussi liés à des deltas, des cônes alluviaux, à des affleurements sédimentaires. Donc c'est cette complexité qui est intéressante, et on va voir qu'avec le rover, en fait, on arrive aussi à une complexité qui est aussi très grande à l'échelle de chaque rover. Et donc Mars, pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas le résumer simplement l'environnement ancien de martien, c'était plus chaud, plus humide. On sait beaucoup plus compliqué que ça. Il y a différents environnements, et par rapport à ce qu'on va voir des rovers, en fait, on peut comprendre les environnements différents qui peuvent correspondre peut-être à des périodes légèrement différentes, ou alors des conditions locales, liées à la roche locale ou liées au climat local, qui vont être différents. Et le premier des rovers qui a visiter ces endroits, c'est Curiosity avec la sélection de Gale Crater. Alors Gale Crater n'était pas favori du tout dans la course à la sélection des sites à l'époque, mais c'est vraiment la première sélection de sites qui s'est fait grâce à la minéralogie orbitale et à la détection des argiles. C'est-à-dire que c'est un site qui avait ce mont central fait de sédiments, et puis ce cône alluvial, qui est un petit peu la géologie classique fluviale sur le côté. Et en fait, ce qui a changé la donne, c'est l'observation de minéraux argileux et de sulfate à la base des sédiments. Ce qui rendait possible leur visite, même s'il fallait quand même sortir de l'ellipse avec le rover, faire au moins 10 km. Et ben, c'est ça qui a fait la différence pour ce site d'atterrissage par rapport à d'autres sites qui aussi avaient des argiles sur le site d'atterrissage, mais pas forcément dans une pile de roches sédimentaires aussi épaisse que ce qui est ce mont Sharp que je vais vous montrer tout de suite. Là, voilà le mont Sharp. 4 km et demi, hein, c'est un petit peu comme si vous êtes à Salanches et vous regardez le Mont Blanc, 4 km et demi, ça fait un gros dénivelé. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les premières centaines de mètres, c'est vraiment sédimentaire. On n'est pas dans des terrains volcaniques, on n'est pas dans un volcan. Et donc ça, c'est un paysage assez extraordinaire pour un géologue comme moi qui peut voir tous les sédiments qu'on peut caractériser le long. Alors j'aime bien cette image parce qu'elle est prise après le coucher de soleil, donc on voit pas trop les phénomènes d'ombre, on n'a pas d'éclairage direct, mais on voit très bien la stratification. Et donc Curiosity a traversé ces terrains-là, ça c'était au sol 580, c'est-à-dire au bout de 580 jours martiens à la surface de Mars. On a traversé ces terrains qui sont plutôt des sédiments fluviaux,
On a contourné les dunes, on a traversé ces terrains là-bas, qui sont plutôt ceux qui ont peut-être les plus intéressants, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Puis actuellement, on est 600 mètres plus haut en altitude et 30 km plus loin en distance que l'endroit où a été prise cette image. Donc ça vous donne un petit peu la quantité de choses qui a été faite depuis 13 ans à la surface de Mars, puisque Curiosity est arrivé en 2012 dans ce cratère de Gale. Alors Curiosity, pour les instruments, je ne vais pas détailler tous les instruments. Il y a un instrument dont je vais vous parler parce qu'il nous tient à cœur, c'est ChemCam, qui est franco-américain et sur lequel on travaille le plus, qui est un laser ablation qui permet de volatiliser la roche, et grâce au plasma qui dégage, en fait, la roche, le plasma, en se refroidissant, dégage des photons qui ont conservé les longueurs d'onde de tous les éléments chimiques qu'il y a dans la roche. Donc ça, c'est un instrument nouveau qui permet d'analyser la roche à distance, à plusieurs mètres, et donc sans bouger le rover. Donc ça, c'était vraiment une nouveauté sur laquelle on a beaucoup travaillé. Après, il y a aussi le bras qui permet d'avoir les analyses précises d'APXS, le microscope de Malik, l'image très précise, et puis le système de drill qui va donner de la poudre, va nourrir deux instruments qui sont SAM, l'analyse organique, et Chemin, qui est une diffraction X, qui permet d'avoir la minéralogie des roches. Donc voilà un petit peu ce rover qui fait 900 kg, hein, c'est une grosse voiture. Alors, un des premiers résultats intéressants de ce rover, c'est ce qu'on peut appeler la réalité terrain. C'est-à-dire que depuis l'orbite, on avait vu qu'il y a un cône alluvial, et puis on va sur le terrain et on voit des conglomérats, c'est magique. C'est effectivement des conglomérats qui sont formés par une rivière. Alors, c'est un peu ce qu'on voit dans le fond d'une rivière un peu montagneuse, avec quelques galets. Vous voyez à droite, là, des galets qui sont imbriqués, qui nous donnent la direction de l'écoulement, un petit peu comme ce qu'on a sur Terre. Et puis, ces conglomérats, ils sont petits, c'est-à-dire qu'on peut rétablir l'écoulement auquel ça correspond. On a des petits galets d'un centimètre ou deux, on est dans un petit torrent, quelques mètres d'épaisseur, quelques mètres de large, quelques dizaines de centimètres d'eau, pas plus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas énorme et qui permet de montrer qu'il y a une réalité terrain. Puis les conglomérats qui ont été trouvés là-bas, on s'est rapproché d'autres terrains qui sont des grès. Ces grès sont des grès fluviaux, formés par des rivières là aussi. Et puis on est arrivé dans ce terrain qui a l'air plus friable, vous voyez, qui est plus érodé, qui est devant là. Et c'est là qu'on a fait les deux premiers carottages de la mission. Et je parlais de l'instrument SAM. La dernière publication de Curiosity, c'est l'instrument SAM sur des données de chimie organique, d'organique qui ont été pris à cet endroit-là sur le deuxième carottage qui a été fait, Cumberland. Donc c'est à dire que même aujourd'hui, on est encore en train d'analyser les données qui ont été faites en fin 2012, début 2013. Et donc effectivement, ces terrains sont très intéressants géologiquement parce que c'est ce qu'on appelle des mudstones, c'est-à-dire des argiles compactées. Alors quand je dis argile là, c'est pas forcément que des minéraux argileux, c'est la taille des grains qui est très fine, inférieure à 50 micromètres. Dans ce qu'on peut faire avec nos analyses d'images, c'est inférieur à 50 micromètres. Et comme le contexte nous donne à la fois des conglomérats fluviaux et des grès fluviaux, on se disait qu'il s'agissait de dépôts lacustres et ça a été un petit peu confirmé comme ça avec les analyses minéralogiques. Alors, cet endroit-là est maintenant très connu, c'est ce que j'en parle parce qu'il est quand même un peu historique dans les activités des rovers. C'est ce papier qui est sorti en disant qu'il y avait un environnement fluvio-lacustre habitable à Yellowknife Bay. Il faut savoir que là, habitable, c'est à la fois l'environnement fluvial et lacustre, mais aussi la minéralogie. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces carottages, la minéralogie, il y a en vert ici des smectites. Les smectites, c'est des minéraux d'altération des argiles qui sont à proportion de 20%, donc c'est déjà très important. Et le fait qu'on ne les voit pas depuis l'orbite à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un dépôt de poussière. Et donc vous voyez bien que sous la poussière, en fait, la roche, elle est grise, elle n'est pas du tout rouge sur Mars. En général, elle est plutôt grise, et dans ces cas-là, les argiles, en fait, on ne pouvait pas les voir depuis l'orbite à cause de ça. Ensuite, on a des minéraux assez variés qui sont peut-être formés durant le dépôt, mais peut-être aussi dans la diagénèse, c'est-à-dire l'évolution du sédiment progressivement, et le fait qu'il y ait à la fois de la pyrrhotite, de la magnétite, c'est-à-dire des espèces réduites, et des espèces des sulfates de calcium comme le gypse qui sont oxydants, ou la kaganite qui contient à la fois donc du chlore et du soufre pour la bassanite. La bassanite, c'est juste du gypse un peu déshydraté.
des sulfates de calcium, en fait, quand on a ces deux types de minéraux qui sont à des niveaux d'oxydation différents, en fait, on sait que sur Terre, les bactéries aiment bien utiliser les différences redox pour en tirer d'énergie. Donc, on a là un ensemble de choses qui est favorable à l'habitabilité de cet endroit. Et puis, l'instrument SAM, voilà, a découvert des formes carbonées dans cette carotte. Et c'est effectivement dans cette carotte-là, Cumberland, que le dernier papier de Caroline Freycinet, que vous connaissez sûrement, ont été observés pardon, pas des bactéries, ont été observés des molécules carbonées à longue chaîne. C'est la publication la plus récente. Et ben voilà, c'est 10 ans après, voire 12 ans après, la prise de données montre que cet enregistrement sédimentaire ici a donné une quantité d'informations dans les différents instruments qui continuent d'être étudiés tant c'était intéressant. Ensuite, on a commencé à monter ce que j'ai appelé là le mont Sharp, et sur les 600 mètres qu'on a observés, les 300 premiers mètres sont vraiment dominés par des dépôts lacustres et fluviaux. C'était le cas là, vous avez des strates horizontales de 1 ou 2 cm, 3 cm d'épaisseur, vraiment tabulaires, qui ressemblent à ce qu'on pourrait avoir sur Terre quand on appelle des dépôts turbidites, c'est-à-dire des dépôts détritiques, un peu quand vous avez en mer par exemple des dépôts très fins qui sont assez loin de l'arrivée des rivières. Ça ressemble un petit peu à ces dépôts-là. Un peu plus loin, on a eu des dépôts très fins. Donc là, je vous présente la traversée de cette première partie de Curiosity. On a atterri ici. Yellowknife Bay, vous voyez, c'est le terrain qui est en haut, à cet endroit-là. On a fait cette traversée, on avait plutôt des conglomérats et des grès fluviaux dans toute cette traversée-là. Et à partir de Parampil, on a touché ces strates sédimentaires. Et tout le long, on a monté dans la stratigraphie, ce qui a permis de faire cette colonne stratigraphique, où on a des terrains à la fois lacustres et fluviaux, surtout lacustres dans ces deux unités ici, et on a appelé ça la formation Murray. Et donc ça, c'est quasiment 300 mètres d'épaisseur qui sont dominés par ces sédiments fluviaux lacustres, et surtout lacustres dans ces strates-là. À certains endroits, on a pu voir que le lac se desséchait. Alors peut-être qu'on était en bord de lac, dans des lagunes, ou peut-être qu'il s'est vraiment complètement desséché, ça on n'est pas sûr. Mais en tout cas, vous voyez que ces fentes de dessiccation doivent vous rappeler ce qu'on voit dans des petits lacs qui s'assèchent en été par chez nous, ou sur des lagunes qui s'assèchent. On a des fentes de dessiccation, et là, les fentes de dessiccation, elles ont été remplies de matériaux. Alors, il y a deux épisodes, hein, les traits blancs ici, c'est des fentes de gypse, de sulfate de calcium qui sont diagénétiques, donc qui sont postérieures à la formation des roches, alors que les petites fentes de dessiccation qui sont été remplies très précocement, c'est tout ce qu'on voit, les petits réseaux de fentes là. Donc ça, on pense que c'est lié à un dessèchement soudain du lac, au moins à l'endroit où le rover est passé. Et puis un peu plus haut dans la stratigraphie, donc là on est carrément à 300 mètres plus haut en termes d'élévation, d'altitude. On a des petites strates entrecroisées qu'on voit ici. On voit les strates horizontales puis entrecroisées. Ça, c'est typique de petits dépôts rivières. On a un petit peu comme ce qu'on avait sur Opportunity tout à l'heure. On est là probablement au bord du lac ou dans une petite rivière qui était proche du lac. Donc là, on sort du lac à cet endroit-là, mais on a tous ces dépôts. Et alors sur Terre, quand on a 100 mètres, 200 mètres de dépôts lacus, ça prend du temps. Géologiquement, c'est très difficile à évaluer. Sur Terre, on utilise des cendres volcaniques, on les date pour savoir la durée de temps que se produit pendant tous ces empilements lacustres. Alors, on n'a pas cet élément-là, donc on ne sait pas quelle durée, mais c'est difficile d'estimer, disons d'imaginer que ces sédiments se sont formés en moins de quelques dizaines de milliers d'années, grand minimum. Alors on a aussi fait de la chimie sur tous ces sédiments, et ce qui était vraiment intéressant avec ChemCam, alors ChemCam c'est l'instrument, vous savez, qui fait le laser, qui permet d'avoir la chimie des éléments majeurs, notamment. Et quand on a la quantification de ces éléments, on peut sortir certains index. Par exemple, l'index d'altération, qui est un ratio qui utilise l'aluminium, le fait que l'aluminium n'est pas mobile dans les conditions de surface, de température de surface. Et par contre, les cations comme le calcium, le sodium, le potassium, eux, sont mobiles. Et donc cet index d'altération nous permet de tracer un peu la quantité d'altération qu'il y a eu dans les sédiments. Et quand on voit les sédiments qui sont fluviaux, ben en fait, ils ont une altération qui est proche de la croûte martienne, c'est-à-dire proche de zéro.
Et dans ces mudstones, donc dans ces dépôts très riches en argile, en fait, on arrive à une altération qui est de l'ordre de 60. Alors sur Terre, on arrive à 100 avec le CIA, parce que dans les zones tropicales, on altère complètement et on n'a plus que ce qu'on appelle la gypsite, un minéral qui est que de l'aluminium. On n'attend pas ça sur Mars, on n'a pas de raison d'avoir des zones tropicales. Et par exemple, en Islande, on a de l'eau liquide, on a de l'été, il y a même de la pluie. On arrive à des valeurs de CIA d'environ 60. Donc on a un petit peu des conditions qu'on peut estimer à peu près similaires à celles qu'on a en Islande, par exemple. Et puis dans ces endroits-là, on a fait 4 carottages. Et ces 4 carottages, dans les petits camemberts là, vous voyez, tout ce qui est vert, c'est les argiles. Et donc, ces minéraux argileux, ben, on les voit dans ces carottes-là, et ils sont constitués de ces smectites, qu'on appelle dioctaédrales, parce qu'elles contiennent de l'aluminium et du fer. Le plus proche minéral qui a été impliqué ici, c'est la nontronite. On parle aussi de momborinite ferrifère, parce que c'est pas forcément un minéral précis, ça peut être euh, un mélange, disons, de minéraux, mais en tout cas, leur composition est typique de la composition des argiles dont on s'attend à ce qu'ils existent à la surface de la planète. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Donc ce qu'on en retire là, c'est qu'on est dans un milieu avec une altération en système ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'altération, elle n'était pas en système fermé dans le sous-sol, elle n'était pas hydrothermale parce que sinon l'aluminium serait aussi lessivé et pas seulement les autres éléments mobiles. Et donc cette altération au système ouvert, peut-être qu'elle a lieu dans le lac, peut-être qu'elle a lieu dans le bassin versant tout autour, et que avec les dépôts qui sont remplis ce lac de gel cratère, on a cette signature chimique qui est conservée de l'altération qui a eu lieu dans le bassin versant, qui a permis de générer tous ces dépôts. Alors, juste pour qu'on comprenne bien chaque point ChemCam ici, chaque point en fait c'est une moyenne sur une roche. Et pour avoir une moyenne sur une roche, on fait en fait un point, c'est 30 coups laser au même endroit, et on fait en général 10 points. Donc sur une moyenne d'une roche, en fait, on a en général 300 spectres laser, et donc c'est une quantification qui est très moyennée, qui est proche d'une quantification qu'on appelle bulk, hein, c'est-à-dire dans la masse de la roche. Donc de ce côté-là, on a une quantification qui est très, très intéressante à même ChemCam dès qu'on commence à moyenner et qu'on n'est pas dépendant de petites variabilités locales. La variabilité qu'on voit là, elle est probablement naturelle d'une roche à l'autre. On n'a pas de raison d'avoir exactement la même composition. Alors voilà pour la première partie. On a le lac de Yellowknife Bay. On a le lac de Pahrump et des 200-300 mètres qui suivent, avec beaucoup de sédiments mi-ouverts. Et puis on a une transition où là, on a perdu un peu les argiles. Et on n'a pas encore forcément des sulfates. On commence à en avoir un petit peu. Et on a des dépôts qui ressemblent plus à des dépôts de dunes, localement avec des dépôts fluviaux, des sandstones, des grès fluviaux. Alors c'est un environnement qui peut paraître similaire à Méréline et Planum, parce que géologiquement les processus sont un peu les mêmes, avec peu d'eau dans le système, mais on n'a jamais trouvé de preuve qu'il y avait par exemple de la jarosite. Hormis un point ou deux qui sont diagénétiques, on n'a pas de couche qui laisse entendre qu'on soit vraiment acide. Donc c'est un environnement qui ressemble un peu à Opportunity, mais qui n'est pas le même en termes chimiques complètement. Et puis là, la surprise, c'est qu'en continuant ces terrains-là, en montant dans la stratigraphie, on a observé ces terrains dans une strate spécifique qui s'appelle le marker band, parce qu'elle ressortait dans la stratigraphie. On avait prévu de s'arrêter à cet endroit-là. Ça, c'était observé très récemment. La publication est sortie cette année, au cas où vous ne l'aviez pas vu. Cette publication retrace la présence de ces petites ondes qui sont des rides de courant. Et ces rides de courant, vous voyez, en fait, elles sont très symétriques. Et en ça, quand on a des rides de courant symétriques, j'ai trouvé une vieille photo que j'avais d'un voyage de terrain dans des terrains précambriens. En fait, quand on a ces rides symétriques, ça veut dire qu'on a une oscillation. On a des rides d'oscillation. Et ça, en général, ça se forme quand on est dans l'eau et qu'il y a du vent. Que ça fait osciller un petit peu l'eau. Et donc ça montre une chose, c'est qu'il y avait un lac, premièrement, et qu'en plus, il n'était pas gelé, parce que s'il était gelé, on n'aurait pas ce type de rides. Donc c'est des rides de courant avec un lac peu profond. Il ne faut pas qu'il fasse plusieurs mètres, sinon on n'a pas ces rides de courant. Peut-être 1 mètre ou quelques dizaines de centimètres. Et il n'était pas gelé. Et là, on est 600 mètres au-delà de l'observation de Yellowknife Bay, en termes d'épaisseur de terrain. Donc là, c'est considérable. Et
on est surtout à un moment où on ne s'attendait plus à voir un lac, puisqu'on a commencé à avoir une transition vraiment aride. Donc on ne sait pas trop ce que le lac fait là, on ne sait pas comment il a été fait, peut-être que c'est juste avec de l'eau souterraine, et qu'à un endroit, finalement l'eau souterraine est débordée et a fait ce lac. Mais toujours est-il qu'on a des observations qui montrent que dans son ensemble, Gale Crater a eu non pas un environnement lacustre et habitable, mais une série d'environnements lacustres avec une chimie qui a pu varier le long du temps et une activité aussi souterraine très importante, probablement liée à ces lacs. Mais il y a, depuis le début de la mission, une continuité et une présence systématique de ces strates de sulfate de calcium, qu'on peut appeler du gypse, même si c'est souvent de la basanite, c'est-à-dire une version un peu déshydratée. C'est exactement ce qui est derrière à vous voyez, ces veines de gypse qui sont là en Italie. On a des veines tout à fait similaires, c'est la même échelle, hein, là on est à peu près sur 2-3 mètres de large. C'est la même échelle, des veines qui font quelques centimètres. Localement, on a même de la fluorite, là où c'est sombre, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, on n'a pas forcément compris. Peut-être que c'était des conditions assez locales et particulières, ça n'a pas été retrouvé ailleurs. Et localement, ces veines de gypse, vous voyez là, celle-là fait 2 cm sur la droite, et elles contiennent des minéraux sombres, dont on a pu montrer avec ChemCam, d'ailleurs on voit les tirs laser de ChemCam ici, on a pu montrer qu'il s'agit des hématites cristallines. Et donc ça veut dire que dans ces conditions qui ont permis de former les gypses, en plus il y avait des circulations de fluides qui contenaient du fer, qui provient probablement du lessivage des roches entourantes par du fer, donc probablement des milieux un peu réduits. Et une fois que le fer arrive dans un milieu oxydant comme celui de ce fluide riche en sulfate, et ça forme un sulfate qui est enrichi en fer et forme de l'hématite avec. Donc c'est des conditions très particulières. Moi, j'ai jamais vu de veines de gypse avec des minéraux d'hématite comme ça sur Terre. C'est probablement relié au fait qu'il y a beaucoup de fer sur Mars. Et tout ça pour vous dire qu'en plus des conditions de surface, lacustres et multiples, il y a aussi des conditions multiples dans le sous-sol avec de l'activité de groundwater, de circulation d'eau, d'aquifères. Et selon les moments, on a eu des aquifères avec des compositions assez différentes, puisqu'il y a des endroits, on a même des sels, des concentrations de manganèse, ça aussi c'est assez intéressant comme élément mineur. Et on a tout un cortège de figures sédimentaires qui sont liées à la diagénèse, c'est-à-dire vraiment le fait que la roche va progressivement se cimenter, se fracturer, et contient de l'eau à la fois dans la porosité et dans la fracturation. Alors au final, Curiosity a fait à peu près 35 km et on a encore de belles découvertes à faire, puisque l'objectif c'est certes pas d'aller au Mont Sharp, c'est trop loin, c'est trop haut, mais d'aller toucher cette unité un petit peu claire qu'on appelle la Yardang Unit, qui est encore à 2-3 km. On a encore des très beaux terrains sur le chemin. Et sur ce terrain-là, vous voyez, en fait, je ne peux pas vous parler de tout. On a la rite d'hématite qui est probablement diagénétique, c'est-à-dire reliée à des épisodes d'eau souterraine. On a eu beaucoup d'argile le long de ce terrain-là. On est monté autour sur la sulfate unit. Actuellement, on est derrière cette butte. Donc, on a vraiment couvert beaucoup de terrain. Et s'il y a une chose à retenir, c'est effectivement que Gale Crater, c'est pas un environnement, c'est plusieurs environnements avec de l'eau liquide, à la fois en surface et en souterrain. Et on n'est pas encore à la fin, puisqu'on est encore dans des terrains qui contiennent des sédiments formés avec de l'eau liquide. Donc ça, pour moi, c'est inattendu, parce que je ne pensais pas qu'en montant 600 mètres comme ça dans la stratigraphie, on ait encore des terrains favorables à de l'eau liquide. On pensait qu'on serait passé à une partie aride en sortant des unités argileuses et en arrivant progressivement dans les sulfates et en sortant des sulfates. Voilà. Donc ça, c'est Gale Crater. Alors, évidemment, il y a toujours des petits malins pour poster des choses sur Internet. Alors là, c'est bravo la dépêche de midi. Hein. En plus, c'était fait à Toulouse. Évidemment, Curiosity n'a pas photographié la silhouette d'un homme sur Mars. D'ailleurs, ce petit bonhomme, il fait quelques centimètres de haut. Hein. C'est l'érosion éolienne qui l'a transformé. Par contre, pour ce qui est de la matière organique et de la vie, tous les résultats de l'équipe SAM, hein, le dernier de Caroline Fraissinet notamment, tout ce qui a été publié avant par Jenna Genbrod, Maëva Milan, montrent beaucoup de phases différentes de matière organique dont on ne sait pas forcément quelle est l'origine, quelle est la nature au départ. On ne peut pas savoir si ça faisait partie disons, de signatures vivantes avant. En tout cas,
La seule chose dommage, c'est qu'on ne peut pas ramener ces échantillons pour les analyser en laboratoire, parce que c'est sûr qu'on aurait pu comprendre beaucoup plus de la surface de Mars avec des échantillons de ces terrains-là. Alors les échantillons, j'en parle parce que justement la mission Persévérance qui va suivre, elle était faite un petit peu pour chercher des échantillons et les ramener sur Terre. Alors pas avec ce rover-là évidemment, lui il va juste échantillonner, mais le système d'échantillonnage de Persévérance, c'est vraiment la différence avec Curiosity, c'est qu'on a supprimé un petit peu des instruments. Donc par exemple, il n'y a pas l'instrument SAM, ce qui est dommage parce qu'on n'a pas aussi bien en termes de matière organique. Par contre, on a cet instrument de forage et de carottage qui va conserver des échantillons dans l'idée qu'un jour on va les ramener sur Terre. Et ça, j'en parlerai très rapidement à la fin. C'est pas gagné, mais on espère bien que d'ici une dizaine d'années, on pourra ramener ces échantillons qui sont intéressants à la surface de Mars. Alors le rover en lui-même, c'est un peu le même moule que Curiosity. L'instrument qui nous intéresse le plus en tant que Français, c'est SuperCam, parce que le laser est similaire à celui de ChemCam, mais en plus il est de meilleure qualité, on a de meilleures données, et on a d'autres instruments avec ce laser. Donc ChemCam, c'était le LIPS, donc le laser pour faire la chimie, et la RMI, l'image haute résolution. En plus maintenant, l'image haute résolution est en couleur. On a de la réflexion infrarouge avec un spectromètre infrarouge de réflectance, c'est-à-dire passif, sans laser. Et puis on utilise le même laser en divisant la longueur d'onde par 2 pour faire du Raman. La longueur d'onde du laser LIPS, c'est 1064 nanomètres. À 32 nanomètres, on a du Raman dans le verre qui permet d'avoir des informations sur certains minéraux, certaines bandes d'absorption de certains minéraux, certaines molécules, y compris des organiques en théorie, mais il faudrait en avoir beaucoup, donc ça c'est quand même le plus difficile. Et puis il y a un microphone qui intéresse bien Sylvestre Maurice, le créateur de cet instrument, et dont je ne vais pas parler, mais qui donne des résultats intéressants sur l'atmosphère. Alors le site d'atterrissage, comme tous les sites d'atterrissage, c'est un compromis entre la géologie, la minéralogie et la géomorphologie. On savait qu'il était intéressant du point de vue géologique parce qu'il y a cette rivière qui s'appelle Nered Vavales, cette vallée fluviale qui avec un cône sédimentaire, avec une vallée, un exutoire qui suggérait qu'il pouvait y avoir un lac un jour, mais surtout il y avait une détection assez unique de carbonate dans ces terrains-là, associés à des phyllosilicates, des minéraux argileux. Donc ça fait la différence avec des autres sites parce qu'il y avait une combinaison de processus et d'observations qui permettaient de sélectionner. Et en plus, il y a des terrains volcaniques sur le fond qui permet, pour la géochronologie, ce serait très intéressant. Donc la différence, je dirais, avec Curiosity, c'est que là, c'est certainement pas le meilleur site exobiologique sur Mars. Je pense que ça, on en est convaincu. Il est intéressant exobiologiquement, on va en reparler pourquoi. C'est pas forcément le plus intéressant parce que c'est un compromis entre plusieurs objectifs du retour d'échantillons, qui est à la fois exobiologique, mais aussi de datation, de compréhension de l'évolution de Mars dans son ensemble. Et donc c'est un des seuls terrains où vous pouvez à la fois des terrains altérés et des terrains non altérés, juste les uns à côté des autres. Alors, le rover a fait cette traversée, ça c'était jusqu'au sol 900 à peu près, donc c'est pas toute la traversée, c'est les 2 premières années. On a ce petit hélicoptère que je ne vais pas vous présenter, un Ingenuity, qui a fini sa vie après 72 vols. Le site d'atterrissage, qui était à peu près 1,5 km du cône sédimentaire. Vous voyez que le long de cette traversée, on a fait un petit détour, par ce terrain-là n'était pas visitable par le rover. On a dû faire le tour parce qu'il contenait beaucoup trop de sable, de dunes. Par contre, l'hélicoptère, lui, a pu traverser. Puis vous voyez qu'on a fait même le tour ici parce qu'on a trouvé un endroit pour y rentrer, parce que ces terrains sont très intéressants, contiennent beaucoup d'olivines. Je ne vais pas vous en parler en détail, je vais vous parler juste un petit peu du fond du cratère, qui est intéressant pour, non pas seulement pour l'aspect géochronologique et magmatique de ces terrains. Alors voilà le premier tour de roue. Et puis voilà de nouveau la traverse avec ces 2 terrains qui ont été classifiés depuis l'orbite avec l'instrument CRISP comme étant riche en olivine quand vous avez un petit peu la couleur verdâtre et riche en pyroxène pour la couleur pourpre. Et donc on était à peu près à la transition de ces 2 terrains et dans les premiers carottage qu'on a eu dans ces terrains riches en pyroxène, alors ils ont des petits noms français parce que figurez-vous de la façon dont on cartographie la surface, il se trouve qu'on était dans le Verdon. En fait, c'était un cadran qui s'appelait Verdon avec plein de noms qu'on a choisis dans le sud-est de la France. Donc ça, c'était un petit cocorico sympa.
Et ces deux carottages, en fait, nous ont montré qu'on avait une roche basaltique, certes, très utile pour la lithologie, pour la chronologie, mais pas seulement. En fait, quand on a ce carottage, alors là, c'est l'abrasion. Je vous en ai pas parlé. C'est qu'en plus des différences avec Curiosity, on a un système d'abrasion qui permet, en fait, avec une roulette, de vraiment abraser fortement la roche. Pas juste enlever la poussière, mais vraiment d'avoir une coupe presque comme une coupe polie d'une surface de roche. Et ça, c'est la surface de la roche qui a de composition basaltique, ce qui est une texture assez classique en roche basaltique, si le clair correspond à des plagioclases et le sombre correspond à des pyroxènes. On se retrouve là alors avec une roche basaltique normale. Sauf que là, on voit plein de choses claires, et dans ces terrains, des grains clairs, en fait, on a de nombreux minéraux différents. On a des sulfates, des perchlorates, des phosphates, des argiles. Le perchlorate, c'est un des plus beaux résultats, des premiers résultats de Supercam, c'est que le Raman a permis de voir ces perchlorates. Et on se demande ce que ça fait là, parce qu'en fait, ça a rempli la porosité du basalte avec des sédiments d'altération et des sels. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est probablement une altération de faible température. On ne pense pas que c'est la lave qui s'est altérée en étant chaude. On a surtout des minéraux de basse température, et donc qui post-date fortement l'emplacement de la lave. Donc c'est probablement lié au fait qu'on a eu de l'eau liquide par-dessus, parce que le lac de G0, dont je vais parler dans quelques instants, post-date ces terrains magmatiques. Mais du coup, c'est très intéressant, parce que finalement, c'est des roches qui ont été prises pour la géochronologie. Il y a suffisamment de minéraux préservés pour pouvoir le faire, mais ils vont aussi être intéressants pour l'exobiologie, parce qu'on a beaucoup de minéraux argileux. Voilà. Et puis l'instrument Sherlock a identifié des composés organiques. Pour la petite histoire, c'est avec le Raman de Sherlock, ça reste débattu. Je ne vais pas vous le présenter parce que je connais rien, pas grand chose au Raman, il n'y a rien avec l'organique observé par le Raman, mais ça reste débattu. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est un échantillon extrêmement intéressant, puisqu'il peut y avoir peut-être du composé organique avec de l'altération, différents sels, dans une roche qui au départ était magmatique, mais qui a été lessivée par de l'eau. Alors ensuite, sur Persévérance, vous avez peut-être entendu parler de l'histoire du delta. C'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans l'émission grâce à l'imagerie de Supercam, qui est vraiment très bonne résolution, même à 2 km. Vous voyez là, en haut, c'est le panorama du front du cône sédimentaire à droite, et puis de la butte Kodiak, qui est une butte résiduelle. Hein. Butte résiduelle, c'est-à-dire qu'elle appartenait au cône sédimentaire, mais elle a été détachée par l'érosion. Sur Mars, l'érosion est très importante. On l'a vu avec l'instrument Mastcam avec une lentille de 110 mm, et puis Supercam. Vous allez voir sur l'image suivante. On va passer là, c'est 40 mètres d'épaisseur de terrain, vu à 2 km de distance. Et à 2 km, en fait, Supercam a l'équivalent d'une lentille de 500 ou 600 mm, pour ceux qui font de la photo d'oiseaux. Vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Voilà l'image. Par exemple, si vous avez un petit caillou là, celui-là il fait 30 cm, et en zoomant dessus, on peut voir encore plus de petits cailloux ou de galets. On voit sur cette image qu'il y a vraiment deux types de strates différentes. On a au-dessus de cette ligne-là des strates relativement horizontales avec ce qu'on appelle des strates encrocroisées. Ça, c'est typique de dépôts fluviaux. Et en dessous, on a des dépôts qui sont très fortement pentés et qui s'arrondissent, qui s'aplatissent progressivement. Et ça, c'est typique de ce qu'on a sur Terre dans des deltas. C'est-à-dire que cette ligne-là de séparation, c'est un petit peu l'équivalent du bord du lac. Vous aviez le dépôt fluviaux dans le sommet, on appelle des topsets, et vous avez les dépôts qu'on appelle de forsets, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de ces dépôts fluviaux dans le lac, ils s'enfoncent dans le lac pour la partie solide, la partie la plus grossière, notamment les galets et les grains grossiers, et la partie plus fine va floculer et va progressivement se déposer un peu plus loin, ce qui fait ce qu'on appelle les bottom sets, qui sont plus des mudstones, c'est-à-dire contiennent beaucoup plus d'argile que la partie des forsets qui vont contenir des galets, du sable, qui vont être plus grossiers. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on voit là avec cette transition, et en plus ça nous donne l'altitude du lac qui était à ce moment-là moins de 1490 mètres. Surprenamment, c'était 100 mètres en dessous de l'exutoire. Donc à ce moment-là, le lac était fermé et n'était pas du tout ouvert. Donc ça a permis de comprendre un petit peu mieux la formation de ce lac. Alors on est
on continue de comprendre ce lac avec les dépôts des deltas qu'on continue d'analyser, juste pour faire un équivalent. Hein. Sur Terre, c'est fréquent de voir ce genre de choses. Ça, c'est un delta au Canada qui est recoupé par une carrière. Et vous voyez, on a la transition entre les dépôts fluviaux au sommet et les dépôts fortement pentés, des strates qu'on appelle forcettes au front et qui sont typiques de l'écoulement à l'intérieur du lac et plus dans la rivière qui est en surface. Donc au final, oui, G0 était un lac et on a pu le démontrer à cet endroit-là, mais c'était un lac fermé, au moins pendant la formation de ces terrains-là, qui sont plutôt tardifs dans la formation du delta de G0. On est quand même 100 mètres en dessous de l'exutoire, quoi. Donc on a un lac qui devait être à peu près comme ce lac dans le cratère lunar. J'aime bien prendre cette comparaison parce que c'est dans un milieu basaltique, c'est un cratère, un des rares cratères sur Terre qui s'est formé dans le basalte continental, sur les trappes du Décan. Et vous voyez qu'on a une variation saisonnière liée à cette plage. On a une arrivée d'eau, aussi par la pluie, et on a un lac dont le niveau va varier en fonction de l'infiltration de l'évaporation. Et donc ce qui est intéressant sur G0 là, c'est qu'on va avoir des implications de ce lac fermé sur la chimie des eaux. Par exemple, on va pouvoir avoir plus de sel, alors que dans un lac ouvert avec exutoire, on n'a pas de raison de former des évaporites ou des sels. Et donc ensuite, on est allé avec le rover analyser ces strates, mais pas à Kodiak, la butte résiduelle, parce qu'elle n'est pas accessible. On est allé là où on pouvait accéder, notamment à cet endroit-là, qui est à la base du cône sédimentaire. À cet endroit-là, on a pu voir à la fois à droite et à gauche, sur ces deux endroits qu'on appelle Cap Nukshat et Franklin's Cliff, qu'on avait la même transition. Je n'ai pas les images au sol, mais c'est la même transition entre les dépôts fluviaux au sommet et des dépôts pentés, qu'on voit là avec cette strate, qui correspond au dépôt à l'entrée du lac. Et donc on avait un lac à ce moment-là qui était 10 mètres plus haut que ce qu'il était à Kodiak, et à l'altitude des sédiments à la base, on est vraiment sous l'eau, en théorie, d'après ce qu'on a compris du faciès sédimentaire observé à Kodiak et dans ces strates. Et donc quand on arrive à ces dépôts à la base de ces sédiments, c'est tous ces dépôts qui sont relativement clairs et friables, hein, c'est-à-dire qui sont récessifs à l'érosion, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins préservés que les dépôts plutôt gréseux qui sont juste au-dessus. Et quand on approche, en fait, on peut les analyser de près avec nos différents outils, l'abrasion là en haut à droite, qui permet de montrer que c'est un matériau qui est relativement fin, peu résistant à l'abrasion. Puis on a fait 2 carottages parce qu'évidemment c'était un des terrains les plus intéressants. Quand on regarde l'abrasion, on voit que des grains très petits, encore les petits grains noirs qu'on voit, c'est plutôt des clumps, des petits ensembles de poussière, c'est pas du tout les grains qui sont à la surface. En fait, quand on a penché le microscope dessus, on voit pas de grains. Donc on est là aussi sur du mudstone, quelque chose d'extrêmement fin, qui couvre la surface et qui est à la base du delta, de G0 à ce moment-là. Et en plus, ce qu'on a pu avoir avec Supercam, c'est la composition. Et cette composition, on a des sulfates. Donc on repense là au sel dont on parlait tout à l'heure. C'est pas illogique d'avoir des sulfates dans ce dépôt-là. Des argiles qui, eux, peuvent être peut-être plutôt détritiques, c'est-à-dire par partie de cette phase un peu fine qui est transportée dans l'eau du lac. Et on a même quelques carbonates. Et les carbonates, ils sont encore plus nombreux dans les grès qui sont juste au-dessus, parce qu'ils ont probablement des dérive de l'olivine, un minéral de l'olivine qui est très fréquente dans la région et qui a probablement été transformé en carbonate localement. Donc là, on a toute une histoire avec 2 carottes qui sont très intéressantes. Alors, on préservera qu'une des 2 carottes parce que une partie des carottes a été larguée au cas où Persévérance ne survive pas toute sa durée jusqu'à l'arrivée des retours d'échantillons. Mais en tout cas, c'est une carotte très intéressante pour l'astrobiologie parce que voilà, c'est un dépôt qui est vraiment fait dans une très faible énergie. On a décanté des matériaux, on a des argiles qui ont pu décanter là-dedans. Alors le fait qu'il y ait des sulfates, c'est pas forcément gênant, je pense, à ce niveau-là. Et on a des terrains qui ont été bien préservés et qui ont été dégagés relativement récemment. C'est-à-dire que cette strate-là devait recouvrir cet endroit-là il y a quelques millions d'années. Ça a été dégagé par l'érosion. Et donc là, on a carotté un endroit qui est relativement frais à la surface de Mars. C'est pas un terrain qui est exposé depuis 3 milliards d'années à la surface. Alors, le petit poisson d'avril, voilà, c'est The Fish à droite. C'est un petit poisson qui est complètement, comment dire, fortuit.
C'est la diagénèse, c'est-à-dire que même à cet endroit-là, on n'a pas eu beaucoup de sédimentation par rapport à Galcrater, on a quand même quelques filières diagénétiques, c'est-à-dire que sous le lac, on devait avoir aussi de l'eau dans les aquifères avec une circulation, et localement, quand il y avait des sulfates, eh ben, on formait du gypse, en l'occurrence là de l'anhydrite, c'est-à-dire une version déshydratée de gypse. Et donc ça, c'est aussi du sulfate de calcium qui a circulé dans ces terrains, sachant que les sels qu'on voit là, les sulfates sont plutôt des sulfates magnésiens. Donc on a une différence de composition entre les sulfates liés au dépôt et ceux qui sont postérieurs et diagénétiques. Mais là aussi, ça veut dire qu'il y a quand même eu une durée de temps dans laquelle on a eu à la fois la sédimentation et la présence de diagénèse. Alors cela dit, le delta de G0, c'est quelques kilomètres cubes, et sur Terre, quelques kilomètres cubes de delta, quand vous regardez à certains endroits, par exemple le front des Alpes, on peut faire ça en quelques milliers d'années. Donc c'est pas forcément une évolution très très longue du G0, c'est peut-être un delta qui s'est formé sur quelques dizaines de milliers d'années dans des conditions qui ont permis d'avoir l'eau liquide et puis qui s'est arrêté soudainement parce que l'eau liquide n'était plus disponible. Donc le lac qu'on voit, en fait, il a peut-être, je vais remonter sur l'image d'avant, ici, il est peut-être progressivement réduit en taille parce que l'arrivée d'eau n'était pas suffisante et finalement la formation de ce delta elle n'est pas si énorme que ça par rapport au lac et donc je pense que quelques dizaines de milliers d'années, c'est ce qui est souvent avancé dans la littérature, peut être suffisant. Donc quand on parle de Mars ancien, on parle d'une période qui fait 300 millions d'années, donc G0, c'est une petite partie en temps de cette Mars ancien. Donc c'est pas du tout sûr que G0 soit typique de Mars ancien. C'est un épisode qu'il va falloir recaler temporellement, et ça c'est pas facile du tout de recaler temporellement G0 par rapport à Galcrater et tout ce qu'on voit par ailleurs sur Mars. Il est possible que G0 soit relativement tardif parce qu'après il ne s'est plus rien passé. Tout a été sec, il n'y a pas d'autres épisodes lacustres ou fluvieux. Donc on est un petit peu sur la fin de l'épisode, alors qu'à Galcrater on a quand même enregistré un peu le début avant d'arriver au sédiment où on est actuellement qui est plutôt proche de la fin. Donc selon les endroits, on enregistre différentes choses qui correspondent à différentes phases temporelles et aussi à différents environnements parce que là on a des conditions, on a peut-être eu des carbonates, des sels, mais on a dominé en phyllosilicate détritique, et donc c'est des conditions qui peuvent être différentes de celles qu'on a eues dans le lac de Galcrater. Je repasse vers la fin. On a donc déposé au pied du delta des échantillons, ceux qu'on a pris en double en fait. On en a déposé une dizaine. Donc ça, c'est pas prévu que ce soit les échantillons de base à récupérer pour l'émission de recherche d'échantillons. C'est seulement si Persévérance ne survit pas suffisamment longtemps. Alors, on espère bien que Persévérance va survivre parce que maintenant on a plus de 20 échantillons à bord de Persévérance. Et voilà un petit peu le trajet qu'on a fait où on est aujourd'hui. On est aujourd'hui sur le bord du cratère de G0. On est sur la partie extérieure de G0. Et je vais vous parler d'un petit endroit. Alors ça c'est l'hélicoptère, son dernier vol a été à l'intérieur de Neretva Vallis, et je vais vous parler de cet échantillon-là, qui est dans ce qu'on appelle Neretva Vallis, c'est-à-dire la vallée d'entrée de G0, qui a fait beaucoup parler de lui. Alors on parle de biosignature potentielle, on ne va pas aller au-delà, c'est déjà beaucoup de dire ça. Ce qui est intéressant dans cet échantillon-là, donc il a été pris exactement là où on voit ce qu'on appelle ces taches de léopard. Donc ça a été fait l'objet d'une news NASA, vous pouvez tous aller la voir. Je ne vais pas vous dire tout le détail parce que je ne le connais pas moi-même, c'est en travail encore, il n'y a pas eu de publication encore pour développer tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des circulations probablement d'eau à l'intérieur de ce terrain, parce qu'on a à droite et à gauche là des veines qui sont des veines de calcium, de sulfate de calcium. Et au milieu, ces taches de léopard, en fait, vous voyez qu'elles sont dans un endroit avec des différences de couleurs, notamment une petite gangue noire. Et cette petite gangue noire, en fait, c'est ce qu'on appelait sur Terre, on appellerait ça une tache d'oxydoréduction, c'est probablement le cas. Et elle contient des phosphates. Donc le fait qu'il y ait des phosphates, une tache d'oxydoréduction, souvent quand ça arrive sur Terre, c'est lié à des bactéries. Mais voilà, sur Terre, tout est bio-géochimique.
Donc on a rarement des processus purement chimiques et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas possibilité de faire ça de manière aussi purement chimique. Donc ça, forcément, ça a fait beaucoup discuter à cette période-là. Donc même si on ne sait pas si c'est vraiment des biosignes ça a été suffisamment intéressant pour qu'on prenne un échantillon à cet endroit-là, avec des conditions quand même très particulières, parce que là on n'est pas à la surface, on est plutôt dans de l'eau souterraine, peut-être peu profonde, avec des circulations qui fait qu'on a modifié les conditions d'oxydoréduction. Mais c'est clairement un échantillon extrêmement intéressant. Et alors là aussi, ça fait beaucoup parler dans la presse. J'ai bien aimé ce type de courrier international parce qu'autant il y avait des titres très racoleurs et complètement faux, autant celui-là est pas mal parce que c'est non, la NASA n'a pas trouvé de vie sur Mars, mais elle a fait une découverte captivante. Et ça, c'est vrai que ça retrace bien cette découverte-là qui est inattendue et qui fait qu'on a pris un échantillon à un endroit où on ne pensait pas en prendre au départ. C'était pas l'endroit idéal a priori. Donc cet échantillon-là, si vous êtes encore là dans 10 ans ou dans 15 ans quand les échantillons martiens reviendront, on espère, ça vaudra le détour de savoir ce que c'est réellement ces taches de léopard. Alors repartons vers le rempart de cratère, c'est là où on est actuellement. Là c'est la vision en dehors de G0. La butte qui est tout au loin là-bas est à 50 km, ça vous donne une idée des distances. Forcément toujours de l'opacité. Alors vous voyez au premier ordre, les terrains c'est quand même pas simple, on croit c'est toujours un désert, on voit pas de strates ou de choses vraiment faciles. Et c'est pas facile parce que c'est tout mélangé un petit peu le cratère, le bord d'un cratère. Par contre, on a quand même des terrains très intéressants dont je ne vais pas vous parler en détail parce qu'on est en plein dans l'exploration. On a fait récemment deux carottages, Silver Mountain qui est un sixième échantillon qui est ici, qui est plutôt dans une roche probablement ignée, plutôt avec des gros minéraux. Et la plus récente, c'est Main River Core, Main River, qui est dans ces terrains-là. Et vous voyez, rien qu'avec la façon dont c'est carotté et ces terrains très plats à la surface, en fait, il y a très peu de grains visibles. On est sur une granulométrie très fine, peut-être silt, peut-être mudstone. Pour l'instant, je vous dis franchement, on ne sait pas ce que c'est, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est très ouvert. Ça va de cendres volcaniques à dépôts éoliens, à dépôts lacustres, donc on ne sait pas. Voilà, ça reste ouvert, on est en plein dans l'analyse de ces roches actuellement dans la partie basse du rempart du cratère extérieur. Voilà, alors voilà ce petit tour d'horizon à la fois de Curiosity et de G0. Je vais finir par un mot sur les missions futures parce que ce que je vous ai montré, c'est qu'en fait on a pas trois types d'environnements, on a plein de types d'environnements. À la fois entre Opportunity, Meridian et Planum, Gale Crater et G0, on a trois endroits, on a vu trois environnements différents, et même à Gale Crater, on a des environnements qui sont aussi différents et qui nécessitent tous de l'eau liquide, que ce soit en sous-sol, à la surface ou dans des lacs. Et pour autant, on n'a pas tout visité. Il est probable qu'il y ait encore d'autres environnements sur Mars, y compris dans les terrains plus anciens. Et les terrains plus anciens nous intéressent beaucoup parce que potentiellement aussi plus favorables à avoir plus d'argile, et notamment dans des surfaces assez importantes. Pour l'instant, c'est des terrains qui n'ont pas été visités, et le seul candidat qu'on ait possible, c'est d'avoir ExoMars, qui arrive dans ces terrains-là, à Oxyaplanum. Vous voyez, tout ce qui est rouge sur cette carte correspond aux argiles qui peuplent la surface de cette région. Et l'ellipse d'atterrissage, elle est essentiellement sur ces argiles. Donc le rêve, c'est vraiment qu'ExoMars arrive, pouf, sur ces argiles et puisse analyser, et notamment carotter, avec cette grosse carotteuse, à plus de 50 cm de profondeur, parce que là, non seulement on aurait des sédiments qui sont préservés un petit peu des rayons cosmiques et de ce qui peut arriver en surface de Mars, et en plus, on a des argiles qui sont très anciens et très intéressants par rapport à tout ce que je vous ai montré. Ça peut être encore d'autres formations d'argile, par exemple, ce qu'on appelle des argiles pédogénétiques, c'est-à-dire formées par des sols à la surface avec une altération en surface sur des temps assez longs. Et c'est une des manières d'expliquer l'étendue de tous ces argiles. Vous voyez, 50 km d'échelle, on a plus de 100 km de distance avec des argiles en surface. Donc espérons, croisons les doigts pour ExoMars. ExoMars en plus contient l'instrument MOMA, qui est un petit frère de SAM, de l'instrument pour la chimie organique, un petit peu comme SuperCam et le petit frère de ChemCam.
Et donc cet instrument, s'il y a de la chimie organique à faire, là, il va trouver des choses exceptionnelles. ExoMars, évidemment, a subi beaucoup de péripéties. En particulier, il aurait dû partir en 2022 de Baïkonour, au Kazakhstan, sous contrôle russe. Et malheureusement, voilà, la géopolitique a fait qu'il a été repositionné aux États-Unis. On va espérer que la politique américaine ne tombe pas non plus sur ExoMars. Pour l'instant, le décollage est en 2028 et on va croiser les doigts que ça se fasse vraiment en 2028. Voilà, alors en résumé, un petit mot comme souvent les gens résument Mars à c'est cold and wet ou warm and wet, c'est-à-dire est-ce que c'est froid humide ou chaud humide. Parce que quand on va en Arctique, on se rend compte que le froid humide, ça peut expliquer plein de choses, mais le problème c'est qu'en Arctique, ou en Islande, ou au Groenland, ben, en été, il fait chaud suffisamment pour que l'eau soit liquide. Et donc, même l'Arctique aujourd'hui, c'est chaud par rapport à Mars actuel. Donc c'est un faux problème parce qu'il y a beaucoup d'environnements différents et la question c'est un petit peu de comprendre tous ces environnements différents avec l'information globale qu'on a des missions orbitales et localement nos rovers à Opportunity, à Gale Crater, à G0 Crater qui nous donnent des indications. Il y a eu des paléolacs, on ne sait pas forcément quelle durée de temps et on sait par contre qu'il y avait des conditions qui pouvaient être habitables. On sait que même en subsurface il y avait plein de choses qui se passaient avec ces fracturations qui montrent des fluides dans la subsurface. Donc on avait une diversité qu'on découvre, qu'on continue de découvrir tous les jours en travaillant sur ces deux rovers. Bientôt avec Gale Crater, on va aller dans des endroits qu'on appelle des boxworks, c'est-à-dire des réseaux un petit peu de veines très, très épaisses qui vont nous donner probablement encore des résultats différents. Donc on s'attend à cette diversité qui soit locale sur trois rovers que à l'échelle martienne, elles sont encore beaucoup plus grandes. D'autant que ce qu'on voit depuis l'orbite, par exemple les argiles, à peu près sur Curiosity, on a vu des argiles de l'orbite sur un seul endroit, alors qu'on les a vus le long de la traversée sur quasiment 20 km. Donc ça veut dire dès qu'il y a la poussière, on ne voit plus les argiles. Et donc on est limité avec les données orbitales. Et il est probablement beaucoup plus d'argile qu'on ne pense à la surface de Mars. En tout cas, qu'on ne le voit, qu'on ne le détecte avec les instruments orbitaux. L'autre chose, c'est que Myrni Planum, par lequel j'ai commencé, certes, c'est un environnement plutôt acide, pas forcément très favorable au développement de la vie, mais on n'a pas retrouvé un environnement comme ça. Donc, ce qui était le paradigme il y a 15-20 ans, en fait, est complètement tombé. Certes, les sulfates, il y en a un peu partout, il faut les comprendre, mais les sulfates qu'on voit dans Gale Crater, j'ai oublié de vous le dire, mais par endroits, il y a des carbonates avec. Ça, c'est aussi très surprenant. Ça veut dire qu'on n'a pas encore tout compris comment se forment ces sulfates. Et donc, il y a beaucoup d'environnements différents. Beaucoup d'entre eux contiennent tous les ingrédients qu'il faut pour la vie, en tout cas pour ce qu'on peut appeler d'habitable, ils le sont. Et tout ce qui manque, je dirais juste, c'est des biosignatures convaincantes. Et ça, forcément, la différence entre peut-être et quelques signatures convaincantes, elle est énorme. Et on peut juste espérer que cette petite différence soit résolue lorsqu'on va ramener des échantillons et que ces échantillons contiennent quelque chose d'intéressant, sachant que, encore une fois, G0, c'est pas forcément l'endroit idéal pour l'exobiologie martienne. Et si on pouvait ramener des échantillons d'autres endroits, ça serait encore mieux. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut juste espérer que ça puisse se faire avec ces échantillons collectés à G0 avant que d'autres missions puissent aller ailleurs, explorer les terrains très anciens qui sont remplis d'argile notamment. Voilà, j'en ai fini. Vous avez des questions? Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment un super aperçu de toute cette géologie martienne et puis de l'histoire un peu. Tu as des bravos, voilà, de plusieurs personnes. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de questions pour l'instant dans le chat. Peut-être que ça va se décanter. Ben, je vais commencer par la question de Laurane, du coup. Je pense que tu peux la lire en même temps que moi. Dans quelle mesure les données sur les argiles, carbonates, sulfates et autres minéraux permettent-elles de reconstruire le pH, la salinité ou encore la température des paléo-environnements aqueux et avec quel degré de fiabilité en attendant des retours d'échantillons et des mesures isotopiques? Oui, merci pour la question. J'ai pas beaucoup développé ce point-là. Effectivement, les retours d'échantillons permettront d'avoir des idées beaucoup plus sûres sur ces échantillons, sur le côté environnement détaillé.
Par exemple, quand on a des minéraux comme la jarosite, on sait que c'est un pH 2 à 4, donc là on a une certitude. On n'a pas forcément de certitude pour tous les minéraux. Il y a par exemple le minéral akaganéite qu'on a observé, qui est un oxyde de fer et de chlore. Celui-là peut se former à des pH assez variés, donc là c'était probablement salin parce qu'il y a du chlore, probablement un peu oxydant parce qu'il y a du fer, mais voilà, le pH, par exemple, on peut difficilement contraindre avec ce minéral. Donc, c'est sûr que selon les endroits, on a des contraintes plus ou moins fortes sur soit la salinité, soit la température. On n'a pas forcément des contraintes complètes. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'on a vu sur Gale Crater, on n'a pas vu de minéraux de haute température, par exemple. À part peut-être la fluorite, qui souvent sur Terre se forme dans des conditions hydrothermales, mais on peut aussi la former dans des conditions un peu acides. Mais sinon, l'essentiel des minéraux sont des minéraux de ce qu'on appelle de basse température. Alors, attention, c'est pas de la basse température comme en Antarctique, c'est de la basse température sur Terre, c'est-à-dire peut se former à 10 ou 20 degrés dans des conditions de fluides normaux, mais pas du tout de conditions hydrothermales proches d'un volcan. Donc l'essentiel de ces minéraux atteste en tout cas d'une formation en surface et pas en profondeur. Voilà. Ok, merci. Je pense que ça a bien répondu à la question. Super, super, super. Ah, une question de Louis d'un de coup. C'est quoi un lac fermé? Quelle implication sur l'eau à l'échelle globale de Mars? Alors, à l'échelle globale, justement, il n'y aura pas d'implication parce que c'est local, c'est danger zéro. C'est juste que le fait que l'exutoire n'ait plus été actif, le lac, c'est comme un lac qui va probablement se dessécher. Et donc, on a suffisamment d'eau pour que ce soit encore un lac, mais suffisamment peu pour que ça ne déborde pas et que ça enrichisse l'exutoire. Donc, pour avoir l'exutoire qui fonctionne à G0, il fallait au moins avoir 150 mètres de profondeur de lac, ce qu'on a dû atteindre à un moment donné, puisqu'effectivement il y a cet exutoire, mais progressivement, cet exutoire dont on pense qu'il est peut-être éphémère en fait, progressivement le lac a baissé et ça a plus des implications locales sur le lac et sur la chimie du lac parce que quand on a un lac qui diminue d'épaisseur, on va probablement former de l'évaporation et donc des évaporites, des sels qui vont progressivement se former dans ce lac. Voilà. Mais par contre, en Il avait une implication, arrivée d'eau, ce lac, oui, oui, il y avait une arrivée d'eau par la donc rivière. pas totalement fermé quand même. Alors, pas fermé complètement avec une arrivée, mais c'est on appelle un système clos endoréique en fait sur Terre, c'est-à-dire qui ne mène pas à quelque chose de plus grand comme une mer et Mm. qui n'avait pas d'exutoire comme le lac Léman par exemple. Le lac Léman a un exutoire, une arrivée et un exutoire. Sur G0, on a peut-être une grande partie de l'histoire avec une arrivée d'eau, mais pas d'exutoire. Voilà. Ok, très bien. Juste avant de poursuivre dans les questions dans le chat, est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée aimerait prendre la parole et poser une question? Vous avez le droit. Non. Ok. Nous avons une autre question de Fabio Meraï. Quelle région serait la plus propice pour une colonie humaine? Alors, colline humaine, j'espère pas, franchement. J'espère pas qu'on en arrive là. Une mission d'exploration, oui. Et donc, pour une mission d'exploration, les régions les plus favorables, je pense, sont celles qui sont situées à 30 degrés de latitude nord, au sud. Parce qu'en fait, c'est une latitude où on a de la glace qui est piégée dans des glaciers à quelques mètres de profondeur. Donc, on pourrait avoir accès à l'eau liquide, pardon, à l'eau sous forme de glace et la faire fondre pour avoir de l'eau liquide. Et c'est encore des régions qui sont suffisamment réchauffées par le soleil pour qu'on ait des panneaux solaires. Donc ça, ce Mm. sont des régions qui sont explorées, qui ont été d'ailleurs proposées pour certaines pour les premières missions spatiales habitées. Et encore une fois, juste les missions spatiales, pas les colonies. Oui, c'est vrai que là, il a parlé d'une colonie. Euh, Très bien. Une autre question donc de Christine Thierry. A-t-on pu estimer la durée de la présence d'eau liquide sur Mars et sur quelle période? Alors, Toujours la ouais, là grande c'est la question. question à 1 million. Mhm. Effectivement, ou à 1 milliard même, parce que c'est le prix d'une mission comme Persévérance. C'est une question très difficile à résoudre parce que selon le mode de formation, que ce soit pour des réseaux de vallées fluviaux ou pour les argiles, pour la minéralogie, ça dépend du mode de formation. On pense que pour les réseaux de vallées, des périodes de temps d'au moins quelques centaines de milliers d'années sont nécessaires pour les former. Donc ça c'est un petit peu un minimum.
Et pour les argiles, les phyllosilicates, s'ils se sont formés par des conditions de surface, on est à peu près sur des mêmes durées de temps, de quelques centaines de milliers d'années. Le problème, c'est que Early Mars, Mars ancien, c'est 500 millions d'années quelque part. C'est entre les grands bombardements, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est un peu un reset de la surface, les grands bombardements à 4 milliards, et 3,5, 3,4 milliards, 3,4, qui est à peu près la fin de la période favorable. Et ce qu'on ne sait pas, si c'est pendant ces 500 millions d'années, est-ce que ça a été continu, mais plus ou moins aride et humide, mais pas forcément peut-être intermittent, ou est-ce que ça a été vraiment froid pendant 500 millions d'années avec un peu des interglaciaires, un petit peu comme aujourd'hui sur Terre on a des interglaciaires. Est-ce que ça a été vraiment froid et qu'on a eu des épisodes, par exemple quand vous avez un dégazage volcanique, ça enrichit l'atmosphère, et puis vous avez des épisodes atmosphériques qui permettent d'avoir un réchauffement et de l'eau liquide pendant des périodes qui, dans ces cas-là, font peut-être quelques centaines de milliers d'années et sont suffisantes à expliquer ce qu'on voit à la surface. Ça, c'est une question qui n'est pas résolue. Je pense que la communauté est assez séparée en deux sur cette question-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu l'eau liquide et qu'il y a besoin d'avoir des lacs. Après, la façon dont on les fait et sur quelle durée, ça reste vraiment une question difficile. Même en géologie, c'est typiquement le genre de question qui est difficile à répondre, puisque, par exemple, dans les sédiments lacustres sur Terre, on utilise le fait qu'il y a des niveaux de cendres qu'on puisse dater, parce que sinon on ne peut pas avoir l'âge d'une pile sédimentaire facilement. Donc maintenant on peut par certaines méthodes isotopiques, mais voilà, à distance sur Mars c'est quasiment impossible. Les le cratère avec ses 300 mètres de sédiments lacustres, c'est très difficile à estimer combien de temps il faut faire ça. Je me posais juste une question justement relative à ça. Les vagues que tu as montrées sur ce lac d'altitude, combien de temps on met pour former ce type de morpho Ouais, ça peut, je pense que ça peut se faire en Ça, c'est quelques plus jours. rapide encore? Ouais, ça peut se faire en Ok, quelques jours, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme ok. comme ce qu'on voit sur les plages. Il suffit Hmm, d'une marée, tout est un peu éliminé, puis le lendemain, on revoit des rides de courant se former, donc ça peut aller très vite. Et c'est un peu ok. mystérieux du reste parce que on ne les voit pas au-dessus et au-dessous, donc on est vraiment à un niveau assez spécifique à cet Hmm, endroit-là. ok, marrant. Alors, il y a encore plein d'autres questions. Fabien Salpeur demande quels seraient les processus de formation des carbonates que vous avez vus. Très bonne question, Fabien. Les carbonates peuvent se former de plusieurs manières. Ça peut être des sels par précipitation, ou ça peut être de l'altération de roches mafiques. Et en l'occurrence, on est dans des régions AG0 où on a beaucoup de roches très très mafiques. Alors quand je dis mafique, c'est riche en olivine et en pyroxène. Et notamment quand on a de l'olivine, c'est un minéral qui va s'altérer dans de l'eau à un processus qui forme des carbonates. Donc c'est probablement plus de l'altération liée à l'eau que de la précipitation, comme ce qu'on peut avoir sur Terre dans des lacs, on a des carbonates. Et là, les carbonates qu'on voit, on pense que c'est plutôt de l'altération des roches riches en olivine. Voilà. Ça va être publié bientôt et il y a peut-être déjà une publication qui en parle, euh, celle Et d'Élise donc, Clavier. qui Oui, dit carbonate dit aussi carbone, mais là, à mon avis, c'est plutôt du carbone genre CO2 atmosphérique absolument. que du carbone Exact. organique. Voilà, tout à Bon, fait. peut-être que on peut ne pas écarter l'hypothèse pour autant, mais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Serge Nader qui nous demande en termes de logistique de détection, dans quelle mesure les successeurs d'Aginity pourraient aider à détecter la présence de dépôts d'intérêt sans se soucier des dépôts de surface problématiques pour la détection depuis l'orbite. Alors je relis parce que c'est un peu... Alors, les dépôts de surface, ils sont présents mais pas partout, c'est-à-dire la poussière, on sait qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, et on peut mieux voir, par exemple, près d'Oxyaplanum, de G0, on a des endroits où on n'a pas besoin d'abraser beaucoup parce qu'on voit déjà depuis l'orbite que c'est très étendu, donc on n'a pas ces problèmes de poussière. Et puis oui, les successeurs d'Ingenuity ils vont pouvoir faire plein de choses, mais surtout par exemple dans des endroits comme Valles Marineris, où il y a des grandes pentes, il y a des grands reliefs. Là, imagine un hélicoptère qui porte un ou deux instruments, on va pouvoir observer des compositions de roches ou des morphologies qu'on ne peut pas depuis l'orbite. Donc là, c'est plutôt dans des terrains un peu chaotiques comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a utilisé un moment Ingenuity pour vous savez, cet endroit plein d'olivines et de dunes. En fait, en envoyant Ingenuity, on a vu qu'il y avait des endroits où on pouvait passer, des affleurements intéressants. Donc là, pour le coup, Ingenuity a servi, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais il a vraiment servi de scout Mm. à certaines des explorations du rover. Ouais, je pense que c'est ça son idée aussi. Mm.
Du coup, on va finir par allez, une dernière question de l'oracle Loré, puisque c'est une question en plus reliée à l'exobiologie et encore une question à 1 milliard d'euros. Même plus, quelles régions sur Mars sont les plus probables d'avoir pu héberger des formes de vie par le passé? Merci Laura pour la question. Très difficile à répondre parce qu'en fait, bon, déjà, on ne Je sait sais pas quoi. forcément euh, comment traiter les formes de vie passées, comment elles se sont formées, les premières traces. Déjà sur Terre, on ne sait pas forcément. Donc sur Mars, si on prend l'hypothèse que par exemple il fallait plus d'eau dans des conditions relativement neutres, on va dire, pas forcément extrêmes, et encore ça se discute, ben, je pense que la période un peu plus primitive que le cratère G0, par contre, est préférable parce que si G0 c'est 10 000 ans, 50 000 ans de formation, bon, bah, peut-être que s'il y a eu des périodes avant qui sont plus longues, c'était plus favorable. En même temps, j'en sais rien. Tout ce qui est probable, c'est que les grands bombardements qu'il y a eu à 4 milliards d'années, avec on parle de des cratères d'impact de 900 km, hein, donc là, ça a probablement fait un reset complet de la surface de la planète. S'il y a eu de la vie avant, je suis pas sûr qu'elle ait survécu. Et donc, on cherche probablement des terrains qui sont entre cette période-là et la période voilà, où a démarré Gale Crater, les premiers sédiments qui ont nécessité de l'eau liquide. Voilà. Mais après, où Hmm, chercher voilà. Dans les argiles, probablement parce que ça trace quand même là où il y a le plus d'eau. Mais question ouverte, je pense que pour la poser à 10 géologues différents, il y aurait 10 réponses différentes. bien sûr. Et puis 10 minéraux qui correspondraient à la réponse. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je crois qu'il faut que tu files pour une réunion, c'est ça? Ouais, je suis un peu déjà en Voilà. retard. Donc, C'est pas déjà, grave. merci Avec beaucoup pour plaisir. ce séminaire et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.